Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette 4e édition de La Santé en question. Nous accueillons aujourd'hui une personnalité au cœur de l'un des plus grands défis de notre système de santé, la gestion de nos hôpitaux parisiens. Notre invité est en effet le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Nicolas Revel. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, en attente du personnel, besoin des patients, contraintes budgétaires, comment navigue-t-on à la tête d'un tel mastodonte ? Véritable homme d'État, Nicolas Revel a su convaincre dans ses précédentes missions, que ce soit à la mairie de Paris, à l'Élysée, où il formait un tandem reconnu avec un certain Emmanuel Macron, ou plus récemment à la tête de l'assurance maladie ou du cabinet du Premier ministre Jean Castex. Mais cette fois-ci, l'enjeu est de taille. La PHP est à bout de souffle, en soins intensifs. Nicolas Revel est-il le médecin qu'il lui faut ? Directeur depuis plus d'1 an, il est déjà temps de dresser un premier bilan et évoquer les nombreux chantiers en cours. À mes côtés, pour co-animer cette émission, un homme qui connaît bien la PHP, il y a fait toute sa carrière, et quelle carrière, puisqu'il vient de quitter le service de médecine interne de l'hôpital Lariboisière, un modèle de référence selon ses pairs. Jean-François Bergmann, bonjour. Bonjour. Eh bien, je vais vous laisser poser les premières questions à notre invité. Alors, première question, monsieur le directeur, comment allez-vous ? Est-ce que vous dormez ? Est-ce que vous avez le temps de vous reposer ? Alors, je reconnais qu'on dort, faut dormir, c'est important, mais on dort peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, on se repose pas autant qu'on le souhaiterait. Donc, c'est une responsabilité qui nécessite un engagement, une vigilance importante, mais quelque part, c'est rien par rapport à ce qu'est aussi le travail au quotidien de toutes celles et ceux qui sont en première ligne. Donc, j'ai scrupule quelque part à vous parler de moi, parlons plutôt de la PHP. Vous aviez un doute ? Ah non, je savais bien qu'il allait bien, mais que... Donc, parlons de la paix. Comment va la paix ? La paix, elle se remet, parce que je vais amener quelques bonnes nouvelles qui dessinent un début d'amélioration, mais enfin, c'est un début d'amélioration qui s'inscrit en fait dans une période longue qui est une période très difficile. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, enfin, juste pour camper le décor, en tout cas, c'est la situation que j'ai trouvée en arrivant dans cette fonction en juillet 2022. La PHP a perdu, sur les 4 années précédentes, 12% de ses infirmières. Ça fait à peu près 1700 infirmières de moins que 4 ans avant. Dès lors, la PHP, c'est à peu près 18 000 lits, en théorie. Mais quand vous perdez 12% des infirmières, en fait, vous perdez aussi 10%, 10 points de votre capacité de soins. Ça fait à peu près 1800 lits perdus en 4 ans. Juste pour se représenter ce que ça veut dire, 1800 lits, c'est un peu un CHU de province, un petit CHU de province qui disparaît de la carte sanitaire de l'Île-de-France. Évidemment, quand vous perdez des infirmières et des lits, vous êtes en déficit. Et le déficit à la paix a atteint un montant qui, en 2022, a été in fine de 300 millions d'euros. On a pensé à un moment donné que ce serait encore plus, et c'est un montant... Ça, c'est l'an zéro. Bon, et après, vous avez forcément, et c'est ça qui m'a frappé en arrivant, c'est que vous avez cette perception, ces réalités-là que je décris, et une communauté de médecins, de cadres, d'infirmières, tous les métiers de la PHP, totalement inquiète, et voyant à l'œuvre une sorte de spirale infernale qui fait que quand vous êtes en tension sur vos effectifs, parce que vous avez des infirmières qui partent, tous les jours, vous essayez de maintenir votre capacitaire autant que possible, vous leur demandez de faire des heures supplémentaires, de plus en plus, c'est fatigant, vous avez de l'absentéisme, vous les déplacez le matin d'un service à l'autre pour boucher un trou, vous faites appel à un intérim, poison, qui évidemment suscite des vocations et donc des départs supplémentaires, et donc vous êtes dans une sorte de spirale infernale. Donc quand je vous dis ça, la paix va pas bien. Non mais ça, c'était la paix allait mal. Elle est mal. Non, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, mais la paix va pas 1000 fois mieux, parce que c'est un long chemin. On a engagé un travail de fond en essayant de... c'est la méthode que j'ai utilisée en arrivant. Ça a été évidemment comme on fait toujours, mais je l'ai fait autant que j'ai pu, d'aller au contact, de discuter avec les équipes. Quand on dit on va dans les établissements, on visite les services, non, on se balade, on voit les chambres, enfin surtout on se pose dans une salle avec toute l'équipe, médecins, infirmières, cadres, et je leur ai dit, allez-y, dites-moi ce qui ne va pas. Et il y a 1 milliard de choses qui remontent, il n'y a pas besoin d'y passer des mois et des mois, de sorte que, voyant tous les points qui remontaient,
Et c'est très intéressant d'ailleurs, avec une sorte de lucidité sur le fait que les problèmes et les difficultés étaient, comme on dit, multifactoriels. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la faute du gouvernement, la faute de l'ONDAM, la faute du directeur général. Il y en avait pour tout le monde, et y compris des choses dont je m'apercevais en les écoutant que c'était potentiellement à portée de main. C'est qu'on avait quand même des leviers d'action. Et donc j'ai engagé, à partir du mois de septembre, quelques mois après ma prise de fonction, tout un travail de fond que j'ai appelé 30 leviers pour agir, et d'essayer ainsi de répondre point par point, le plus concrètement possible, à ce qu'étaient les difficultés identifiées. Vous venez de faire une conférence de presse qui s'appelle « Bilan à 9 mois de la mise en œuvre du plan d'action ». Ça se consulte où, d'ailleurs ? Vous imaginez qu'un de ceux qui nous écoutent a envie de voir ce document. Alors, je ne sais pas si ce document, j'imagine qu'il est sur le site internet de la PHP. S'il ne l'est pas, c'est une erreur, on va corriger. Il y est. Alors, premier dossier, le recrutement hospitalier. Jean-François. Alors, pour recruter, vous avez dit ce que vous avez perdu, mais vous en avez récupéré un petit nombre, une partie. Les leviers, est-ce que c'est uniquement les salaires ? Non, mais précisément, la difficulté que nous avons dans l'hôpital public, c'est que nous sommes à l'hôpital public, donc dans la fonction publique hospitalière. Et donc, nous n'avons pas la possibilité, à l'échelle d'un hôpital, si grand soit-il, et la PHP est le plus important hôpital de France et même d'Europe, nous n'avons pas la possibilité, nous, d'augmenter les salaires. Ce sont des décisions nationales qui s'appliquent France entière. Donc, on n'a pas cet instrument du salaire. On peut jouer sur quelques petites primes, mais fondamentalement, il faut travailler sur d'autres leviers. Tout le monde est payé pareil, qu'on soit à Paris ou qu'on soit en province. Non, il y a une très légère, il y a quelques petites primes, coefficients supplémentaires pour l'Île-de-France, mais c'est pas nous qui décidons d'augmenter. Et il y a eu une augmentation en réalité ? Non, l'essentiel, il y a eu une très forte revalorisation des salaires Ségur à l'hôpital public au moment du Ségur, parce que c'était à peu près 8 milliards d'euros investis sur les salaires. Après, avec un besoin très important, mais c'était quelque part une revalorisation générale pour toute la France. De sorte que, voyant qu'on a un sujet de salaire, notamment en Île-de-France, parce qu'on voit bien qu'en Île-de-France, le coût du logement est plus élevé, les temps de transport sont plus élevés, un des leviers qu'on a actionné, c'est le logement des soignants. Bon. Et donc on est allé chercher une enveloppe financière exceptionnelle pour la PHP et pour les autres établissements d'Île-de-France, parce qu'il n'y a pas que la PHP en Île-de-France, de 100 millions d'euros pour la paix sur 5 ans, qui nous permet de faire quelque chose qui a beaucoup de sens et qui fonctionne, qui est de faire qu'on puisse, dès cette année 2023, faire qu'au lieu d'attribuer chaque année ce que nous faisions au cours des années précédentes, 600 logements par an à des soignants, bien des soignants, nous passons à 1200, c'est qu'on double. Et comme on fait pour doubler, on achète des droits de réservation de logements sociaux et de logements intermédiaires dans des communes qui nous intéressent parce qu'elles sont à proximité, soit des hôpitaux, soit des lignes de transport. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire très vite. Voilà. Et c'est un levier parmi les 30. Un levier et qui va donner ses résultats peut-être un peu plus tard que... dès cette année, parce qu'en fait, après, on a des projets pour construire des nouveaux logements à la paix, mais ça prend 5 ans, 6 ans. Ouais. Et justement, dans les choses que vous pouvez faire assez vite, il y a les conditions de travail, parce que vous, quand même, fonctionnez 8760 heures par an, j'ai calculé, tout le temps. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer les conditions de travail ? Ce qu'il faut... Alors, évidemment, c'est plein de choses, et c'est le cœur. Il faut améliorer les conditions de travail. Quand vous perdez des infirmières chaque année, c'est très mathématique, c'est que vous avez plus de départs que d'arrivées. Voilà. Donc ce que vous devez faire, c'est attirer pour avoir plus de recrutement, et on a fait beaucoup de choses sur le recrutement, et on a eu des résultats très bons en 23, mais le nerf de la guerre, c'est faire en sorte que les professionnels qui vous rejoignent aient envie de rester à la paix, et ne partent pas au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon. Alors, un des éléments, pour être concret, c'est de retravailler sur les rythmes de travail, ou ce qu'on appelle l'organisation de la semaine de travail. Le modèle dominant à la paix, c'est que un aide-soignant, une infirmière, un manip radio travaillent 7h30 par jour, 5 jours sur 7. Voilà. Donc ça veut dire des journées qui sont une certaine amplitude, mais on vient 5 jours sur 7 à la paix au travail. Il y a une aspiration très forte pour essayer d'aller vers des horaires un peu différents. On travaille un peu plus dans la journée, mais du coup, on vient un peu moins souvent au travail. Donc ça peut être soit
ce qu'on appelle les journées de 12 heures. Bon, et donc là, on vient très peu, 2 à 3 jours par semaine. Bon, c'est très couru, très recherché par les jeunes. C'est en place, ça ? Oui, on le développe, mais c'est assez fatigant. Et il y a des services, où, notamment pour les équipes de nuit, où c'est assez fatigant. Donc, c'est raisonnable de travailler 12 heures dans un service hospitalier ? C'est assez bien vécu en réalité par les équipes qui y sont, mais c'est parfois une sorte de division au sein des équipes. Vous pouvez permettre que je demande à un ancien chef de service ? Non, mais c'est tragiquement ça. Moi, j'ai connu 40 ans d'histoire au sujet des plannings. On s'est toujours étripé. Mais ce problème des 12 heures est clé, parce que c'est vrai que ceux qui sont à 12 heures sont contents, en général. Mais le problème, c'est de créer des nouveaux horaires, alors qu'il y a toute une masse d'anciens qui, eux, veulent pas changer. Et je pense que ce qui est difficile pour vous, c'est de mêler les exigences des nouveaux et... Exactement. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est diversifier les solutions. Et notamment faire apparaître un schéma horaire, comme c'est le schéma horaire, c'est en gros la maquette de la semaine, qui n'existait pas beaucoup. C'était en fait de pouvoir travailler par jour, non pas 12 heures, mais 9 heures. Après, on fait 8h45, 9 heures, ce qui fait en gros une semaine de 4 jours. Ça, c'est plus équilibré. On a même rendu possible le fait qu'au sein d'une même équipe, dans un même service, tout le monde n'ait pas exactement le même schéma horaire et qu'on puisse s'adapter à ce qu'est le souhait. Et quand on bascule, on n'ait pas ce conflit qu'on a lorsque tout d'un coup on impose à des professionnels qui n'en ont pas envie des schémas horaires qui ne leur conviendront pas. Et donc on a des services qui expérimentent ce truc à la carte. Et ça, juste pour vous donner une idée, on a ouvert ça début 2023, début de cette année, et on a dit on fait un appel aux services qui veulent y aller. Parlez-vous. Essayez de vous entendre sur un schéma horaire. Vous avez une grande liberté, en gros, sur trouver votre schéma à vous. Hein, on ne vous dicte pas. Et on a déjà eu 70 services, donc il y a 800 services à la paix, 70 services, c'est un petit 10%, un peu moins, qui se sont déjà engagés là-dedans et dont on a validé. Ça, c'est la mesure pour vous la plus non, c'est pas. Enfin, c'est une. Effectivement, elle a compté. Hein, et on voit bien que dans ces services-là, vous voyez, la semaine de 4 jours, ce qui est intéressant, c'est que à la fois, ça attire des nouveaux. Bon, c'est moins fatigant parce qu'on vient travailler un jour de moins, pour être très clair. Et puis, ça crée un chevauchement entre les équipes du matin et de l'après-midi, puisque en gros, ça amène à ce qu'il y ait un peu de chevauchement entre les équipes, qui permet du travail collectif. Et ça amène à un deuxième levier très important, qui est la cohésion d'équipe. Et en fait, quand vous écoutez les professionnels, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes bien, pas bien? Qu'est-ce qui fait que vous partez, que vous restez? Cette notion de collectif et de cohésion et d'ambiance de travail revient puissamment. Et donc, c'est aussi un sujet sur lequel il faut qu'on avance. Je note quand même aucun de vous deux n'a répondu sur la qualité du travail de 12 heures par rapport à 8 heures. Est-ce que ça ne met pas en péril un peu la qualité? Non, en tout cas, le retour qu'on en a, parce que c'est un sujet très discuté en interne avec les syndicats. Aujourd'hui, on ne voit pas en réalité, mais on sait que pour certains professionnels à titre individuel, il y a une fatigue qui s'installe, qui fait qu'à un moment donné, on peut être amené à quitter des services en 12 heures. Donc pour moi, les 12 heures, ce n'est pas la panacée, d'où le fait qu'on essaie de travailler sur d'autres organisations horaires, peut-être plus équilibrées. Vous remboursez les transports, vous avez essayé d'améliorer la venue à l'hôpital? Alors sur les transports collectifs, on a pris une mesure, alors, sachant que au plan national, pour la fonction publique, les transports sont maintenant pris en charge à 75%, avant c'était 50%, c'est 75%. Mais ce qu'on a fait à l'AP, c'est pour les équipes de nuit, sur lesquelles on a quand même une grande difficulté pour recruter. Nous n'avons pas, nous, comme je l'ai dit, la possibilité d'augmenter les salaires la nuit. Il y a une mesure nationale qui vient d'être prise, mais c'est tout récent, qui va permettre d'augmenter les salaires pour les professionnels de nuit. Oui. Et donc nous, quand on s'est engagé dans cette démarche des 30 leviers, on n'avait pas cette perspective, et donc on a passé le pass Navigo à 100% pour les équipes de nuit. Voilà. Alors, les transports en commun, c'est pas toujours très sûr. Infirmière, c'est un métier essentiellement féminin. Est-ce que les conditions de travail des femmes à l'hôpital, sujet très à la mode, ont été améliorées? Vous n'avez pas eu à subir, vous, de problèmes? Alors, il y a un moment donné, il faut quand même que je vous donne les bonnes nouvelles sur ce qui se passe. On va y aller parce que justement... Non, mais on termine ça, mais parce que justement, au début, je voulais vous demander, c'est vous qui êtes parti sur tout ce qui se perdait, moi je voulais vous dire, on en est où au niveau des chiffres? On termine sur les infirmières Non, on a deux sujets sur le travail des femmes. On a d'abord un sujet d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la paix comme partout ailleurs, donc on essaie de travailler sur ces sujets. Et on a mis en place un plan d'action qui a été d'ailleurs très largement élaboré par
les médecins, le corps médical féminin, et pas que féminin d'ailleurs, et puis des représentants de la communauté hospitalière. Et donc on travaille sur la question de l'égalité salariale, parce que mine de rien, quand on regarde un peu, on a beau être dans la fonction publique, mais il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on regarde de plus près. Les parcours professionnels, la manière dont on gère les congés maternité, ne serait-ce que de remplacer les personnels quand ils partent en congé maternité, ne pas créer une sorte de stress sur le service. Bon. Et puis on a quand même un sujet, puisqu'on a des professions hyper féminisées, c'est la violence que subissent beaucoup de nos professionnels, c'est comme plutôt des femmes. Par les patients, mais aussi par les collègues ? Il y a tout à fait parfois, il peut y avoir des violences entre collègues, mais heureusement elles sont rares, elles existent et elles donnent lieu à des sanctions disciplinaires quand elles ont lieu. Mais par les patients, cela arrive de plus en plus, évidemment pas dans tous les services, beaucoup dans les services d'urgence, et parfois avec des actes d'une grande violence physique. Le plus souvent, malheureusement, lié à des patients qui sont atteints de troubles psychiatriques, ce qui n'est pas complètement facile, et du coup on a tout un travail qui n'est pas facile, parce que c'est le risque zéro est difficile à atteindre, mais on ne peut pas comme ça laisser des professionnels être parfois gravement agressés, et il faut essayer de trouver. Donc on fait quoi alors ? En recherche, par exemple, on met en place à la fois des protocoles pour repérer et prendre en charge ces patients atteints de troubles psy, parce que quelque part on les connaît, on peut les détecter, il faut pouvoir les prendre en charge de manière telle que on ne risque pas la crise et le passage à Vous portez plainte, par exemple, parce que... Après, ensuite, on met en place des sécurités, des boutons d'alarme. Bon. On renforce les postes de vigile, mais c'est quand on est face à un patient psy qu'on prend en charge dans un box, le vigile n'est pas là. Et quand, en effet, on a une agression, on porte plainte, évidemment. Moi, ce que j'ai souhaité, c'est que l'hôpital porte plainte aux côtés du professionnel. L'idéal serait d'ailleurs que nous puissions porter plainte à la place du professionnel sur la base d'un témoignage. Mais ça, il faut modifier la loi. J'en ai saisi le gouvernement qui a retenu le principe de cette mesure dans le plan qui a été présenté récemment. Et donc, il faut aller vers cela. Après, quand vous êtes sur un patient qui est atteint de troubles psy, de toute façon, à la fin des fins... Parce que chez les libéraux, il n'y a que 10 à 15% des médecins qui portent plainte. C'est un des vrais problèmes. Donc, c'est quelque chose que faire. Donc, je pense que ce qu'il faudrait, c'est soit que on porte plainte à la place du professionnel, soit, si ce n'est pas possible, peut-être faire en sorte que la police puisse se déplacer dans le service pour pouvoir recueillir la plainte. On vient de signer une convention avec la préfecture de police et les parquets de Paris et de la Petite Couronne sur le fait que systématiquement dans tous nos services d'urgence, quand une femme est victime de violences conjugales, notamment et sexuelles, on puisse se déplacer, la police se déplace. On pourrait imaginer qu'elle se déplace aussi pour recueillir la plainte. Mais le mieux serait que l'institution porte plainte à sa place. Alors, vous me reprochez de ne pas vous faire annoncer les bonnes nouvelles, mais c'est vous qui ne me les donnez pas, donc j'attends comment ça se passe au niveau du recrutement des infirmières et sur la réouverture des lits. Alors, des chiffres. C'est vrai qu'on s'est beaucoup mobilisé pour essayer de vendre la paix dans les instituts de formation des soins infirmiers, les IFSI, et on s'était fixé un objectif d'augmenter nos recrutements par rapport à l'année dernière, 2022, qui était d'ailleurs, en 2022, plutôt une année plutôt correcte. On avait recruté un tout petit peu plus de 2000 infirmières, et c'était mieux que l'année précédente. Et donc on s'est dit, il faut faire mieux que ça, et donc là, chiffre que je vous donne, on va faire 20% de recrutement en plus de l'année dernière. Donc 2000... Ça fait à peu près 400 de plus. 400. Et je dis 400, peut-être on ira peut-être un petit peu plus loin que ça. C'est quoi la belle période ? C'est l'été. Non, mais c'est combien la belle période quand les années avant Covid Oh, là, on commence à être bien. Genre à 2400, 2500, on commence à être bien. Notre sujet, c'est les départs. Ça dépend s'il y en a beaucoup qui partent. Le sujet, c'est les départs. C'est que, en fait, on a un phénomène qui est que, en fait, sur 5-6 ans, vous voyez un nombre de départs, y compris dans les premières années, c'est un chiffre que je vous livre, à peu près sur une génération d'infirmières qui arrivent à la paix, combien sont encore à la paix 3 ans après ? Bon, il y a 5-6 ans, c'était à peu près 30% étaient partis. Aujourd'hui, c'est pas loin de 38% qui partent. Ouais. Plus les départs d'infirmières plus expérimentées. Bon, donc le sujet, c'est de réduire les départs. Et on avait donc, je vous l'ai dit, à peu près 2000 recrutements l'année dernière. Et on a eu l'année dernière 2500, 2600 départs. Bon. Ah oui.
Donc, solde négatif. Et donc, solde négatif. Et donc là, ce que nous avons, c'est 20% de plus, on est à peu près à 2450, et nous réduisons nos départs, ce qui est pour moi le plus important. Combien ? On est sur les 9 premiers mois, donc le chiffre inclut janvier à septembre, on est à 13% de départs en moins. C'est énorme, ça commence à prendre figure, et donc on va finalement, 13%, fait qu'on va avoir un solde à la fin de l'année, qui fait que les départs vont être peut-être un petit peu plus nombreux que les arrivées, un peu plus nombreux que les départs, et surtout avec une arrivée très importante au moment de l'été, parce que tous nos recrutements, nous les faisons maintenant, à l'été, et donc c'est pourquoi on va être capable de rouvrir là dans les prochaines semaines. On a communiqué sur ce chiffre de 400 lits qu'on va rouvrir. C'est-à-dire, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec un solde qui n'est pas tellement positif, vous fermez sûrement moins de lits que. Alors c'est une très bonne observation. Mais là, vous me dites, avec une seule police, vous allez rouvrir 400 lits. Alors, c'est quoi le miracle ? Je vais vous expliquer pourquoi. Je rentre dans le. Pardon, c'est un peu compliqué. En fait, on a deux fois 6 mois dans l'année. Bon, il y a le premier semestre, et au premier semestre, on recrute très peu, et on a des départs tous les mois. Et donc, au premier semestre de l'année, on a perdu encore des infirmières. Voilà. Et pourtant, on n'a pas fermé autant de lits que cela, parce que, autre bonne nouvelle, au premier semestre, on a une baisse de l'absentéisme de nos professionnels de 2 points. Et ça nous a permis de tenir un peu le choc, alors même qu'on avait des sorties plus nombreuses que nos entrées, et on a du coup perdu un peu de capacité, il faut être clair, on a fermé un peu de lits, mais c'était en gros une centaine de lits sur le premier semestre. Contre combien les années précédentes ? C'était honnêtement, j'ai pas la chronique de toutes les années, mais enfin, comme je vous l'ai dit, il y a 4 ans, on était à 8% de lits fermés, on est passé à 18%. Donc, vous voyez, donc c'est quand même une perte de substance et de capacité de soins très importante. Arrive le deuxième semestre. Le deuxième semestre, on a cette inflexion de moins en moins de départs, et on a ces arrivées massives à l'été, parce que les formations infirmières délivrent les diplômes en juillet. Et donc, comme on a très bien réussi cette campagne de recrutement, du coup, on arrive là pour le coup avec un gain d'effectifs soignants très important qui fait que là, on peut rouvrir des lits de manière beaucoup plus significative. Il va falloir 400, je vous l'ai dit, 300 en médecine, chirurgie, 100 en psychiatrie. C'est un petit hôpital, en fait, contre 400. Comme j'ai dit, c'est Antoine Becler. Vous savez, on a 38 hôpitaux. C'est Antoine Becler, c'est un petit hôpital. C'est exactement. Après, la route est encore longue. C'est fragile. On peut très bien encore avoir peut-être un regain des départs. Enfin, on va tout faire pour évidemment l'éviter. Et surtout, on a une pente à remonter. Et je pense qu'il y en a pour 3-4 ans. L'objectif, c'est de retrouver le nombre de lits que vous aviez il y a 5-6 ans. Je pense que oui. Enfin, en tout cas, quand l'AP était déjà à 8% de lits fermés il y a 4 ans, l'AP n'a jamais été à 0% de lits fermés. Il y a toujours eu des lits fermés à l'AP. 8%, c'était déjà d'ailleurs un petit peu au-dessus de ce qui était, en gros, le truc habituel, qui était plutôt à 5-6%. Moi, je considère que déjà, il faut qu'on revienne à 8% de lits fermés. On ne peut pas imaginer 0%. Et après, on ira plus loin. Et après, il faut qu'on discute, et on est en train de le faire avec la communauté, pour savoir qu'est-ce qu'on rouvre, dans quelles spécialités sont les besoins prioritairement. Est-ce qu'on ouvre des lits classiques, jour-nuit, 7 jours sur 7 ? Il y a aussi des spécialités, des services qui, à la faveur de tout ce qui s'est passé, basculent sur de l'ambulatoire. Est-ce que vous avez besoin d'en ouvrir ? Ah oui, je veux dire qu'on a aujourd'hui des besoins de patients qui tapent à la porte pour des soins, pour du suivi médical, pour des opérations en chirurgie, qui est un vrai sujet. Et vous prenez, je prends cet exemple, mais aujourd'hui, enfin, quand vous regardez comment fonctionne l'hôpital, au regard de ces 18% de lits fermés, vous voyez partout des choses qui, malheureusement, ne correspondent pas à ce qu'est le standard d'un hôpital qui marche bien. Quand vous avez, tous les matins, 100 lits brancards dans nos services d'urgence, parce qu'on n'arrive pas à trouver dans les services d'aval où on hospitalise ces patients qui sont souvent âgés, ça n'est pas normal. Voilà. Quand vous avez des listes d'attente pour des opérations chirurgicales qui ne sont pas anodines, pas urgentes, mais pas anodines, et qu'il y a des délais qui se comptent en mois, ça n'est pas normal. Donc on n'est pas du tout dans l'état où nous devrions être et où l'hôpital public doit délivrer des soins à une population, qu'on soit à Paris ou ailleurs. Il faut qu'on avance. Oui. Alors, non mais, bon, bien sûr, si on fait plus d'ambulatoires dans certaines spécialités, ça fera moins de personnel, ça permet d'avoir plus de lits là où il faut les avoir. Enfin, ça s'enchaîne. Mais je voudrais revenir sur ce déficit
Et c'est vrai que moi, j'ai jamais vu d'infirmière dire « je m'en vais parce que je suis pas assez bien payé ». Le salaire n'est pas une cause de départ. Je m'en vais parce que mes plannings me collent pas, parce que je suis pas bien considéré, et parce que mon identité, je ne l'aperçois plus. Et c'est une question de souplesse. Autrefois, une infirmière disait ben là, je suis en pneumo à Bichat. La spécialité, le site. C'était simple. Maintenant, elle-même ne comprend rien. Le malade ne comprend rien non plus. Je suis dans l'UF fibrose du département ventilation, du GH poumon, du supra-GH machin, du DMU truc. C'est incompréhensible. Donc, on perd son identité dans toutes ces espèces de structures. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à spécialité, site ? Vous faites sourire Nicolas Revel. Non, mais vous avez raison et tort à la fois. Je pense qu'aujourd'hui, une infirmière, là vous parlez, vous dites, en gros, un professionnel à la paix, il sait qu'il est dans tel service, dans tel hôpital, et puis peut-être qu'il sait qu'il est à la PHP. Il ne sait pas de quel DMU, qui est en gros le pôle pour nos auditeurs ou spectateurs, d'un supragage. Tout ça, ce sont des choses qui existent entre l'administration, la direction et la communauté médicale et les cadres. L'infirmière, elle l'ignore totalement. Ce sujet n'est pas... Et je vous rejoins totalement sur le fait que les professionnels, infirmières, médecins s'identifient fondamentalement à leur service et à leur hôpital. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Alors après, oui, la PHP a créé des couches de gestion intermédiaires. Bon. Je pense que c'est inévitable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger et améliorer des choses. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir la PHP qui gère en direct le siège, 38 établissements et derrière 800 ou 1000 services. Je pense que si on rentre dans ce qu'est la gestion hospitalière, on voit qu'il y a plein de choses qui du coup ne marcheraient pas bien. Et nous, au siège, on ne peut pas être en direct avec 38 hôpitaux. On a besoin d'avoir des structures intermédiaires qui quand même sont beaucoup plus proches, réactives pour gérer les problèmes du quotidien. Ce qui ne va pas dans la situation où nous sommes, c'est que le service, qui est donc cette maille, qui est un collectif de 100, 200 professionnels avec des médecins, des cadres, des infirmières, c'est là où il y a une identité, c'est là où il y a de la solidarité, c'est là où il y a du projet, c'est là où ça se passe. C'est là où, quand ça marche, tout va bien, et quand ça marche pas, tout va mal. Bon. Donc cette entité, elle est précieuse, et c'est vrai qu'à la faveur de ces réorganisations successives, on lui a retiré beaucoup de leviers de décision. Voilà. Quand on veut recruter dans un service, il faut demander une autorisation, même remplacer sur un poste vacant quelqu'un qui est parti. Il faut envoyer une fiche de poste et qui est validée à un échelon au-dessus. On ne peut pas acheter des choses simples parce qu'il n'y a pas de budget dans le service. Bon. Et donc, ce que je fais, c'est plutôt que de repartir dans une grande réorganisation générale sur laquelle on passerait 2 ans, 3 ans à savoir combien de groupements hospitaliers, combien de DMU, etc. Commençons par recréer du pouvoir de décision au niveau des services. Et donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on recrée d'abord un effectif. Donc, combien de médecins, combien de cadres, combien de soignants dans un service donné. On donne la possibilité, dès lors qu'on a un effectif, aux responsables du service de pouvoir décider, quand il remplace quelqu'un, de pouvoir le remplacer. Transformer un emploi au sein de son effectif sans avoir besoin de demander l'autorisation de je ne sais qui au-dessus. Il y aura des règles du jeu à respecter pour que ça ne soit pas inflationniste ou qu'on ne sorte pas du cadre. Et on va donner un budget au service, ce qui n'existait pas. Je le rétablis cette année. Il y a un budget qui a vocation à progresser à mesure que la PHP retrouvera des couleurs financièrement. Et donc ça, c'est beaucoup plus concret, parce que ce que j'ai commencé à faire, c'est d'abord, j'ai écouté les services en disant, sur quel sujet aujourd'hui, ça ne va pas ? Sur quel type de décision de tous les jours, aujourd'hui, vous considérez que c'est compliqué, c'est long, vous demandez l'autorisation de je ne sais qui, vous attendez la réponse quand vous avez une réponse. Bon. Et donc, on a essayé de prendre ces trucs très, très pratico-pratiques et de se dire comment on répond à ça. Et je pense que c'était beaucoup plus rapide d'opérer de cette manière-là, et j'espère on jugera sur pièce, hein, on réinterrogera tout le monde dans 1 an pour voir si ça a ou pas amélioré les choses, plutôt que de partir comme certains me l'ont suggéré le premier jour de ma prise de fonction, qui est de dire refaites une super réorganisation de la PHP. Et je pense que j'aurais fait ça, je serais parti sans trop savoir exactement quoi et comment réorganiser. J'aurais passé 1 an ou 2
Pendant 1 an ou 2, plus personne ne fait rien parce qu'ils ont peur de se faire bouffer par les uns et par les autres. Et en attendant, on ne règle pas les trucs concrets sur lesquels il y a un problème. N'hésitez pas à interrompre votre directeur, hein, je vois que vous n'y arrivez pas. Si pour recruter, on n'a plus besoin de demander à je ne sais qui, pourquoi pas supprimer je ne sais qui ? Non, parce que le je ne sais qui est en gros le pôle. Vous voyez, vous avez en gros les services, 800 000, et puis vous avez un regroupement de services dans ce qu'on appelle un pôle, et à la paix on appelait ça un département médico-universitaire, c'est le mot de DMU que vous avez utilisé. C'est qu'il y a des choses qui peuvent être faites utilement à cette échelle-là. Il y a des enveloppes budgétaires sur la formation, sur l'équipement, sur des travaux un peu sérieux, qui, s'ils sont répartis au niveau de chaque service, ne permettent pas d'atteindre la somme qui permet de faire des travaux ou des achats un peu significatifs. Il vaut mieux garder une maille intermédiaire, avoir des budgets un peu consistants, faire que les chefs de service se parlent, parce qu'un DMU, ça n'est qu'un ensemble de chefs de service qui ont le droit de se parler et de pouvoir ensuite décider d'une programmation de travaux, de renouvellement d'équipements. Et vous pensez qu'ils pourront plus se parler entre Bichat, Saint-Louis, Louis Mourier, que quand ils se parlaient au sein de leur hôpital ? Moi, je les ai laissés, parce qu'à un moment donné, on avait cette géographie d'avoir des pôles qui, en effet, c'est ce que vous dites, agrègent des services d'une même spécialité ou d'une famille de spécialités qui sont répartis entre plusieurs établissements, hôpitaux différents. C'est un choix qui a été fait avant mon arrivée. Donc, au bout de quelques mois, j'ai dit, écoutez, on rouvre le jeu là-dessus. On refait la cartographie de ces pôles. Et j'ai demandé à tous les chefs de service, allez-y. Aujourd'hui, il y a 80 pôles. Si vous en voulez 120 ou 130, il n'y a pas un sujet. Ils ont 30% des DMU ont changé leur périmètre, mais pas tant que ça. Parce qu'ils avaient trouvé leur marque, ils avaient pris leurs habitudes. À la paix, on apprend la résignation. J'en sais rien. Et en tout cas, je leur ai dit maintenant, faites en sorte que ça marche mieux. Vous avez des choses à faire ensemble, des crédits à vous répartir. Parfois, venir en soutien d'un service qui a un problème et de pouvoir, à un moment donné, allouer quelques ressources supplémentaires. Et faisons en sorte que ces pôles-là ne micromanagent pas ce qui se passe sur le terrain et dans les équipes. Bon, il y a une espèce quand même de labyrinthe bureaucratique à la PHP que tout le monde a un peu critiqué. Donc, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je veux dire, oui. C'est une maison compliquée. Il y a 100 000 personnes. Vous avez 38 établissements, 1 millier de services. Vous recrutez toujours beaucoup d'administrateurs ou vous avez un peu moulé ? Je vais vous dire, ce que je recrute, moi, et c'est une des mesures que j'ai prises, c'est que j'ai créé dans le budget, sur 2 ans, 23 et 24, 600 postes administratifs, techniques et logistiques. Alors, on me dirait, mais... En 600 de plus, quoi. Exactement. Pourquoi donc ? Parce que je les mets dans les services. Et d'ailleurs, je les mets sur la base d'une demande des services. Et je dis aux services, on crée ces postes-là pour vous, pour, comme je dis, vous faire regagner du temps. C'est-à-dire qu'en gros... Ouais. C'est pas des freins au pouvoir. Aujourd'hui, c'est des médecins, des cadres, des infirmiers qui disent, on passe un temps certain, tous les jours, à faire des trucs, c'est pas notre métier. Ouais. Bon. Donc, je dis, très bien, on crée un poste dans votre service. Donc, tous les services ont fait des projets. C'est pas moi qui ai choisi qui était retenu, il y a eu beaucoup de projets. 600, ça permet d'en prendre pas mal. Et on crée un poste qui permet de soulager un cadre ou une équipe infirmière sur un truc logistique, gérer mieux un parcours patient, faire gagner du temps à tout le monde. Et donc ça, c'est de l'emploi administratif, mais utile. Qui a le pouvoir à l'hôpital ? Le chef de service dans son service, les représentants de vos... Honnêtement, je suis bien incapable de répondre à la question de savoir qui a pour de vrai le pouvoir à l'hôpital. C'est réaliste qu'il n'y ait pas de patron ? Je pense qu'on est de toute façon dans une communauté humaine et professionnelle où non, il n'y a pas un patron. Il n'y a pas un patron qui décide de tout. Vous faites de la médecine. Et donc, heureusement que les médecins décident quand même de choses concernant même leur exercice, l'organisation de leur service. Et après, il y a besoin d'avoir des compétences médicales, administratives. Et donc, oui, c'est compliqué. Quelque part, vous savez, quand c'est compliqué, ce qu'il faut réussir à faire, c'est que les gens se parlent un peu plus. Et sortent de ce jeu de se replier chacun chez soi, de renvoyer la responsabilité sur l'autre. Ça peut paraître un peu bisounours, ce que je vous dis. Oui, mais en fait, non, il y a une vraie aspiration à sortir des postures. Vous m'expliquez les moyens de communication que vous avez mis à leur disposition. Non, mais que déjà les gens se parlent. Les gens se parlent. Les gens se voient, aillent se voir, se prennent quand il y a un problème, qu'on se déplace et qu'on puisse se parler, essayer de trouver la solution. Ça n'a l'air de rien, mais genre, on a dans toutes nos organisations un sacré besoin de se parler.
Le fait que vous ne soyez pas médecin, et je sais que vous admirez beaucoup cette profession, ça ne fausse pas votre réflexion ? Moi, je me vis comme étant au service d'une communauté. Je ne prétends pas faire la stratégie médicale de la PHP à la place des médecins de la PHP. Je leur ai demandé de travailler sur la stratégie médicale à 3-5 ans de la PHP, mais je ne prétends pas, quand je réunis sur une thématique donnée, en cancérologie, en pédiatrie ou que sais-je, leur dire, je vais vous expliquer comment va évoluer votre spécialité. Donc moi, mon travail, c'est de créer le cadre de travail qui permet à une communauté de fonctionner dans la diversité. Vous n'avez pas eu envie d'avoir un super médecin à côté de vous ? Mais j'ai, en fait, en réalité, d'abord, il y a les médecins élisent leur représentation, qui est une commission, un comité médical d'établissement, une CME, commission médicale d'établissement. Il y a un président de cette CME, qui est donc un peu le représentant de la communauté médicale. Donc je travaille beaucoup avec lui. Et puis, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, et je trouve ça super. Parmi mes adjoints, j'ai une adjointe qui est PUPH, en anesthésie et réanimation, qui a un vécu de médecin, qui sait comment marche l'hôpital, et qui met tous les jours extrêmement précieuse dans le pilotage de la boutique. Alors, on a quelques questions qui nous sont arrivées. Il y en a une qui m'a amusé, c'est de dire, c'est un internaute, un médecin qui dit, est-ce que vous avez été un malade hospitalisé un jour ou est-ce que vous êtes un adepte des excellentes cliniques parisiennes ? Non, je ne suis jamais allé dans une clinique parisienne. Là, j'ai mes deux petites bricoles que je soigne en toute discrétion à la paix chez les uns et chez les autres. Et vous savez, moi, j'ai 3 enfants, ce que j'ai dit en arrivant. Ils sont nés donc quelque part. Il y en a un qui est né à la Pitié. Le deuxième est né au CH, Centre Hospitalier de Tarbes. Là, désolé, je n'étais pas sur place. Et le troisième est né à la PHP, à Cochin également. Mon père est décédé au Kremlin-Bicêtre. Voilà. Ouais, donc... Je trouve que pour l'instant, je n'ai pas eu moi-même... Mais mes quelques interactions se sont plutôt faites avec la PHP. Et en tant que directeur, la relation avec le privé... Il y a des travaux, vous avancez ensemble, il y a des réunions. Quelques partenariats, on a quelques partenariats très, très circonscrits qu'on essaie de... Moi, je ne dis pas qu'on n'a rien à faire avec certains établissements privés, lucratifs ou non lucratifs. Il faut juste bien border les choses, ne pas être naïf et veiller à l'équilibre de la relation. Je sais qu'il y a un certain nombre de futurs retraités qui ont déjà franchi le pas en raison de la souplesse de recrutement et ne le cachons pas, les avantages salariaux. Je parle des médecins, je ne parle pas des infirmières, qui vont dans certaines grandes cliniques. Vous avez une fuite des médecins à la PHP ? On n'a pas une fuite massive des médecins. On a eu sur les 12 derniers mois, notamment en chirurgie, quelques départs. Quand je suis arrivé début juillet 22, il y avait 2 chirurgiens de Beaujon en viscéral qui partaient dans une clinique de l'Ouest parisien. C'était d'ailleurs intéressant. J'ai souhaité rencontrer l'un d'eux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'il partait. C'était pas pour l'argent. Et donc c'était intéressant de l'entendre parler de la paix et de ce qu'il a vécu comme étant à un moment donné une dégradation pour essayer d'en tirer des conséquences. Voilà, donc, mais ça n'est pas massif du tout. Et quand vous regardez le nombre de médecins de la paix, autant les infirmières, leur nombre s'est réduit, autant pour ce qui est des médecins, il a plutôt tendance à augmenter. La paix reste quand même une maison qui attire à la fois pour la médecine qu'on y pratique et parce que c'est aussi un endroit où on fait de la recherche. Et l'immense majorité des médecins qui travaillent à la paix, ils viennent pour les deux. Et ce qui fait la force de la paix, c'est ça, c'est la médecine et la recherche ensemble. Non, c'est vrai que les départs sont plutôt chirurgicaux que médicaux. Mais revenons à des choses plus simples. Dans cet hôpital qui a quand même été en crise, qui est encore en crise, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai vécu, on continue tranquillement l'accréditation de la HAS avec la V2, la V3. Est-ce que vraiment on n'a pas mieux à faire dans ces périodes de crise où on manque de personnel, où on bosse comme des fous, que de s'enfiler la lourdeur des accréditations? La certification, c'est le... Quand je suis arrivé, là encore, dans les premiers jours, l'autre message qu'on m'a passé, c'est que si vous voulez être un bon directeur général, ce qu'il faut, c'est que vous appeliez la présidente de la HAS et que vous la convainquiez de retarder ou de reporter
à beaucoup plus tard les certifications qui étaient programmées ou sont programmées dans tous les établissements de l'AP sur 2 ans. J'avoue que je ne l'ai pas fait, parce que je savais qu'elle me dirait non. Et par ailleurs, parce que je pensais que ça pouvait être intéressant, ce d'autant que la HAS a revu sa manière de faire. Et donc, depuis lors, on a des établissements qui sont certifiés les uns après les autres. Eh bien, figurez-vous que ça se passe très bien, qu'on se ressent sur des sujets de sécurité et de qualité des soins, autour de la prise en charge des patients, que le retour des équipes HAS est plutôt bienveillant, ce qui ne gâte rien. Il se trouve que les hôpitaux de la PHP sont plutôt bons, et donc forcément le retour est plutôt positif, et qu'il y a plutôt des moments de positif et de fierté collective. Voilà. Effectivement, comme ils sont bons et qu'ils... Et vous voyez, Mondor vient de sortir de sa réunion de certification la semaine dernière. À la fin de la visite, ils sont assez nombreux de la HAS qui arrivent. Il y a des patients traceurs, il y avait 400 médecins cadres dans l'amphi de Mondor pour entendre la restitution, qui était hyper positive. Et il y a eu, ils étaient contents, un moment plutôt très positif. On ne peut pas imaginer qu'on ne certifie pas Henri Mondor. Non mais d'accord, mais quand vous dites c'est une plaie... Ces 400 médecins, ils avaient peut-être mieux à faire qu'être dans un amphi. Non, mais je pense que ça les intéresse, c'est un retour positif. Non, la certif d'avant était une plaie, et elle a bougé, c'est ce que je sais de vous dire, et que le vécu n'est pas celui que d'ailleurs, y compris les professionnels de l'AP eux-mêmes me disaient craindre, d'où leur demande qu'on la... Voilà. Donc je pense que les choses se passent en réalité. Je ne voudrais pas qu'on oublie dans notre raisonnement, on a parlé des infirmières, on a parlé des médecins, on a parlé de l'administration, on n'a pas parlé des autres. Un hôpital, ça marche aussi avec des aides-soignantes, avec des ambulanciers, avec des... Qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là ? On essaye de travailler, les schémas horaires dont on parle, c'est pour tout le monde. Le travail sur les logements, c'est aussi pour tout le monde. Donc on essaie de travailler à la cohésion d'équipe, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, d'accord. Donc je pense que vous avez raison. C'est vrai qu'on est très focalisé, d'ailleurs souvent on me le reproche en disant vous ne parlez que des infirmières. C'est vrai qu'on a perdu énormément d'infirmières et que du coup on a perdu des lits. Donc, vous avez dû perdre des aides-soignantes aussi, non ? Moins. Voilà, même si ça commence un peu à se tendre. On recrute plus difficilement aujourd'hui des aides-soignantes, mais on les recrute. Et donc voilà, c'est vrai qu'on prend les sujets un par un. Voilà. Alors, le temps passe, il faut qu'on accélère un peu. On va parler finances. Quand je lis votre programme, que j'écoute vos ambitions, on n'a pas parlé du nerf de la guerre. On vous a donné un pognon de dingue pour faire... L'AP, quand elle... Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un déficit à un moment donné qui, sur 2022, a fini à 300 millions. On a craint à un moment donné d'être encore au-dessus. Bon. Et puis on voyait qu'on avait 18% de lits fermés. Donc la question, c'est comment on sort de là ? Parce qu'on a beaucoup d'investissements à financer. Et donc la question, c'est par quel bout vous prenez cette situation financière ? Il y a 10 ans, on aurait demandé un plan d'économie à la PHP. On aurait dit, mais supprimez des postes. Ouais. Bon, ça n'avait aucun sens. On doit recruter et remonter l'effectif soignant. Bon. Donc moi, ce que j'ai proposé au gouvernement, c'est de nous accompagner en se disant, on va se donner 5 ans, pas 2 ans ou 3 ans, 5 ans pour revenir à l'équilibre. Pour revenir à l'équilibre, on va recruter, on va investir, et on va rouvrir des lits et refaire de l'activité. On ne va pas non plus, on ne va pas réduire nos investissements. On a besoin de maintenir nos projets et de maintenir notre dynamique. Et comme on est déficitaire et qu'on va maintenir de l'investissement, on va un peu augmenter notre endettement, mais on ne veut pas non plus exploser notre dette. Sans quoi, après, derrière, on se retrouve étranglé par les frais financiers liés à cette dette. Donc tout ça s'est traduit, en effet, par un accompagnement un peu exceptionnel que l'État a décidé pour la PHP, qui a été de nous consacrer, en fait, 750 millions d'euros, ce qui est une grosse somme, mais répartie sur 5 ans. Donc, première année, il nous donne 250 millions d'euros, deuxième année 200, puis après 150, puis 100, puis 50. Voilà. Plus du logement, je vais parler, 100 millions sur le logement, 40 millions en plus sur l'informatique à la paix, qui est un vrai sujet. Bon, et tout ça nous permettant, je pense, d'accompagner cette trajectoire qui s'appuie sur une stratégie quand même qui est de rebondir, voilà, et pas d'être dans l'attrition. Voilà. On a toujours un petit peu l'impression que quand on est à la base, qu'on ne comprend pas ce qui se passe au siège, que finalement, si on n'est pas dans le budget, il y aura bien des gens pour renflouer. Vous n'allez pas ne pas payer votre personnel. Oui, donc c'est pas si grave si on dépasse.
vous irez... Alors vous ferez peut-être vous tirer les oreilles, mais après tout, on finira bien par donner de l'argent pour que ça fonctionne. Non, mais vous avez raison, à la fin, on paye, l'État sera toujours auprès de la PHP, et les salaires seront toujours payés partout en France, dans les hôpitaux publics, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui sera la variable d'ajustement, c'est la capacité qu'on a à recruter un peu plus. Ouais. Ce sera notre capacité à porter un programme d'investissement. On a des grands projets d'investissement qui sont le nouveau Lariboisière, on reconstruit Lariboisière, on reconstruit un grand hôpital à partir de Bichat et Beaujon. Bref, il y en a plein des gros comme ça. Ça, c'est parti. On ne va pas les remettre en cause. Bon. Qu'est-ce qui, à un moment donné, si on n'arrive pas à redresser la situation, qu'est-ce que l'État va nous dire ? Tous vos petits investissements, ce qui fait quand même le quotidien des équipes, la petite opération qui permet d'augmenter le service de chirurgie, rénover les urgences, des choses qui sont 1 million, 2 millions, 3 millions. Là, vous n'avez plus les moyens, les gars. Mais attendez. Donc, vous réduisez. Moi, je pense que... Ça, c'est inévitable. Il ne faut pas croire que si on n'est pas au rendez-vous, on va nous dire, OK, soit vous laissez filer votre dette, mais vous le paierez cash derrière, soit si, en effet, c'est pas raisonnable, vous réduisez. Moi, je connais des hôpitaux qui ont eu des années blanches en investissement. On a dit, écoutez, désolé, mais les nouveaux projets de l'année, c'est 0, parce qu'on a déjà tous les trucs partis, et donc il n'y aura plus aucun projet pendant 1 an ou 2. C'est ça qui nous guette. Et cela dit, si vous perdez de l'argent, mais que les soins y ont gagné, que tout le monde reconnaît que l'hôpital est redevenu ce que ça a toujours été, c'est-à-dire un paradis médical, quelque part, on ne vous reprochera pas d'avoir dépensé de l'argent. Mais moi, je pense qu'il y a un chemin, et c'est ça que j'essaie de faire, qui fasse qu'on arrive à la fois à être, en gros, ne pas être en déficit massif, et donc d'être plutôt à l'équilibre qu'en déficit massif, en soignant précisément plus, en rouvrant des lits. Chaque fois qu'on soigne des patients parce qu'on a rouvert un lit, on gagne de l'argent. C'est comme ça que l'hôpital est aujourd'hui financé. Par ailleurs, on peut aussi gagner de l'argent sur des choses qui, à l'AP, étaient considérées comme étant pas du tout prioritaire. C'est que, par exemple, quand on fait un séjour ou un acte, que tout simplement, ce qu'on appelle, on le code. On déclenche la rémunération de l'assurance maladie. À la PHP, on considère que le codage des actes, c'est un truc un peu vulgaire, ça prend du temps, c'est pas notre sujet. Il se trouve que ça permet de ramener de l'argent dans les caisses. Et puis, il y a des choses que j'ai voulu remettre sur le tapis, et sur lesquelles je suis suivi par la communauté médicale. C'est aussi qu'on s'intéresse un tout petit peu à notre consommation de produits, d'actes d'imagerie, d'actes de biologie, de consommables divers et variés. On dépense beaucoup sur des choses qui sont fondamentalement utiles. Mais ça, c'est des choses qu'il faut qu'on prenne uniquement d'un point de vue médical, mais d'un point de vue médical, un peu de sobriété médicale parfois ne gâche rien, et notamment les médecins, vous les interrogez, sont les premiers à vous dire qu'il y a des actes inutiles, y compris à l'hôpital. Donc regardons-le, voyons comment on le traite. Je pense qu'on gagnera sur le plan de la sobriété des soins, financièrement, j'avoue, et aussi en termes d'impact environnemental. Parce qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone de l'hôpital, c'est quand même beaucoup les médicaments qu'on achète, les dispositifs qu'on achète. Donc faisons attention à tout ça. Et si vous faites tout ça, vous recrutez, vous ouvrez, vous soignez, faites attention à ce que vous dépensez en termes de consommation, vous êtes à l'équilibre. Je pense que c'est jouable. Sur tous ces projets qui sont très centrés sur le budget, l'argent, on peut peut-être aussi parler très rapidement des petits problèmes du quotidien. La recherche, vous l'avez évoqué, le chercheur clinicien, il a toujours l'impression que l'argent de la recherche, d'investigateurs, ne lui revient pas, et ça le frustre, ça le gêne pour faire sa recherche. L'informatique, vous en avez parlé, ça fait s'arracher les cheveux de toute la PHP. Est-ce qu'on va continuer avec cet orbis moribond les mailing lists, est-ce que vous pouvez faire un mail à toutes les infirmières de nuit, ou à tous les néphrologues, ou à tous les médecins de Cochin ? Alors, Il repart sur une autre émission, là. Non, je reprends. Non, mais c'est des petits points. Non, mais vous avez parfaitement raison. Ouais, la recherche, par exemple, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a, en effet, la recherche, c'est pour les médecins de l'AP. Je parle d'eux parce que c'est, pour l'essentiel, c'est eux qui sont à
qui mènent les activités de recherche, c'est fondamental. Bon. Et il y a en effet ce sentiment que l'argent disparaît. Voilà. Donc nous, on a pris des mesures. D'abord, quand je suis arrivé, par exemple, tout ce qui est, à un moment donné, tout ce que l'AP reçoit pour les essais cliniques, ça c'est une décision qui a été prise avant moi, revient, mais c'est tout récent, depuis 2021, au service et aux chercheurs. Et puis j'ai j'ai amélioré très fortement ce qu'on appelle un intéressement recherche, qui est une redistribution de dotations budgétaires que nous recevons au titre de la recherche, et qui était pour une part aller à autre chose. Et donc on a augmenté sensiblement et mis en place un mécanisme qui fait que ça va augmenter chaque année. Voilà. Donc on fait des choses qui vont dans cette direction, et c'est très important, parce que sinon je pense qu'on perd en gros les médecins en route. Bon voilà, après l'informatique, vous avez raison, Orbis n'est pas aussi épouvantable que ce que vous dites, il s'améliore tous les jours. J'étais encore avec le patron d'Orbis cet après-midi pour essayer de travailler sur les prochaines améliorations. Mais ce qui ne marche pas à l'AP, par exemple, c'est tout simplement le réseau informatique. Les postes, on a un nombre de postes informatiques, d'ordinateurs obsolètes depuis 7-8 ans considérable. Donc les crédits qu'on a dégagés avec le soutien de l'État vont nous permettre de remettre à niveau, mais ça va prendre 3, 4, 5 ans, le réseau informatique et les postes. On va conclure, parce que malheureusement... Alors, vous savez que je vous aime beaucoup et que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Dans la suite, là. Non. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que vous pourriez échouer ? Alors, est-ce que c'est un vilain virus, comme celui de la Covid ou de la bronchiolite ? L'impossibilité de la tâche ? Non, mais pour l'instant, je constate que je n'ai pas réussi. Voilà, donc je n'ai pas réussi. Je suis sur une amorce d'un début d'amélioration. Et donc, il y a encore énormément de travail. Et donc, c'est plus ça, moi, qui me préoccupe que de savoir comment Voilà. Donc, il faut travailler, il faut essayer de garder le lien. Ce qui va compter quand même, pour répondre à votre question, c'est de réussir à établir et à entretenir dans la durée un lien de confiance. Ouais. Pas uniquement entre le directeur général et tous ceux qui bossent à l'AP, parce que beaucoup de gens ne me connaissent pas. Bon. Mais d'essayer de diffuser cette notion de confiance qui est loin d'être acquise à l'hôpital. C'est quand même un endroit qui est dur. Essayer de se dire qu'on va en sortir, on va s'en sortir en essayant de travailler ensemble. Voilà. Et je pense que si on arrive à faire ça, il y aura des problèmes, il y en a tous les jours, il y a des crises, il y a des crispations, il y a des endroits où ça ne va pas du tout, les gens se tapent dessus. Mais si on arrive à installer ce climat-là, je pense qu'on ira dans la bonne direction. Une conclusion avant le dernier mot. Non, je pense que Nicolas Revel est arrivé avec un préjugé favorable. Je ne sais pas pourquoi, ou en fait je sais pourquoi, mais enfin... Et je pense que si ça continue comme ça, en particulier si vous arrivez à remettre cette confiance et cette espèce d'amour du métier, eh bien, je pense que ceux qui sont partis reviendront, et ça ne sera pas un préjugé favorable, ça sera une impression favorable. Je sais qu'on va avoir des commentaires qui ne seront pas forcément très gentils. On va dire que j'ai pailloté. Désolé de vous avoir emmené sur ce terrain. Mais votre dernier mot, d'abord, moi je suis très content que vous acceptiez de venir à cette émission. Vous avez vu, 52 minutes, 53 minutes, on dépasse, parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous revenez nous voir quand ? Quand vous me le demandez. Non, mais... Et dans un an, je pense que c'est pas mal. Un an. Et moi, je vous propose de revenir avant les grandes vacances, puisque apparemment, vous faites des périodes de 9 mois. Votre dernier mot ? J'insiste juste sur le fait que c'est en septembre qu'on voit comment les recrutements de l'année 24 se sont passés. Donc, quelque part, je serai plus capable en septembre de vous dire si j'ai réussi cette deuxième marche après la première de 2023. Et on verra les sujets qu'on a oublié de traiter, parce que je suppose que vos commentaires vont arriver. Ils ne sont pas toujours très gentils, mais toujours très nombreux. Mais c'est le rôle de cette émission. Je vous rappelle notre adresse, lsq33@gmail.com. On se revoit très très bientôt. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. En attendant, portez-vous bien.